Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans le 13h. Les AVC continuent de faire des ravages en Côte d'Ivoire avec des milliers de vies brisées chaque année, mais une avancée médicale majeure vient redonner de l'espoir. Depuis janvier 2026, la thrombolyse intraveineuse est désormais disponible au CHU de Cocody, une première dans un centre public qui change la prise en charge des AVC ischémiques. À Abidjan, les trottoirs disparaissent peu à peu sous la pression du commerce informel. À Yopougon, comme à Bingerville, piétons et automobilistes évoluent dans un environnement de plus en plus dangereux. Entre survie économique et anarchie urbaine, la cohabitation devient explosive, immersion au cœur d'un phénomène qui interpelle autorités et citoyens. À suivre dans quelques minutes. Et puis en France, le gouvernement passe en force sur le budget 2026. Après l'activation du très controversé article 49.3, deux motions de censure ont été examinées à l'Assemblée nationale. La gauche radicale et l'extrême droite échouent à faire tomber le gouvernement. Un bras de fer politique qui maintient la tension au sommet de l'État. Chaque minute compte, chaque seconde peut sauver une vie. En Côte d'Ivoire, les AVC frappent fort, laissant derrière eux trop de silence, trop de handicap, trop de deuil. Mais une lueur d'espoir vient enfin percer l'urgence médicale. La thrombolyse intraveineuse est désormais disponible au CHU de Cocody. Un tournant majeur dans la prise en charge des AVC ischémiques. Constat sur le terrain avec Jean-Marc Djadji et Joël Gomez. Au 5e étage du centre hospitalier universitaire de Cocody, le service de neurologie. Ici, le slogan est « Time is Brain ». Chaque minute compte pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, AVC. Plus le traitement est retardé, des complications peuvent s'en suivre. Au premier bip, le personnel soignant est en alerte et se met en branle. Vous venez directement aux urgences médicales du CHU de Cocody et étant en chemin de là, vous n'avez quelque chose. Un cas suspect d'AVC ischémique est signalé aux urgences médicales. Après confirmation au scanner, le verdict tombe. La victime doit se faire administrer en urgence une thrombolyse intraveineuse. 3 flacons de Altépase, médicaments intraveineux, sont injectés aux victimes d'AVC ischémique. Une première au CHU de Cocody et pour un hôpital public en Côte d'Ivoire. Ce traitement est effectif depuis le 5 janvier 2026. Le professeur Aka Angui Diarra, chef du service neurologie, s'assure aussi quotidiennement du bon déroulement des soins intensifs. C'est une patiente qui avait une dysarthrie, donc qui n'arrivait pas à s'exprimer. C'est une patiente qui avait une paralysie de l'hémicorps droit. Donc l'imagerie a été faite, les prélèvements, aucune contre-indication était contre ce procédé. Elle a bénéficié de son bolus de thrombolyse, puis de la prise en charge dans ce service d'unité des soins intensifs neurovasculaires. Aujourd'hui, on est à J24. La patiente, comme vous pouvez le voir, levez les bras, madame. Levez les bras. Voilà. Donc, le déficit était initialement à droite. Elle est en voie de récupération. Dans cette salle, le séjour sera de 48, maximum 72 heures. Avec la thrombolyse intraveineuse, l'espoir renaît chez les patients et parents de malades. C'est la guérison. C'est la guérison que je cherche. Sinon, le reste, Dieu a fait. Elle s'est levée, elle était bien importante. Elle a accompagné son fils à l'école. Comme elle est ménagère, dans l'arrivée, elle a fini de faire ses trucs. Elle allait déposer ce qui est bon dehors à son retour, où elle rentrait. Elle était arrivée devant la porte escalier. Dès qu'elle a mis le premier pas, elle a crié son bras. Quand son mari était sous la douche, quand son mari est sorti, elle ne tient plus. Donc quand on est arrivé, en tout cas le médecin nous a dit de venir ici. Quand on est arrivé directement, quand on est arrivé au portail, le médecin même nous attendait. Donc quand on est arrivé, en tout cas ils se sont bien occupés de nous. Le service de neurologie tourne à plein régime et il enregistre en 3 semaines 7 thrombolyses intraveineuses. En moins de 24 heures aujourd'hui, nous avons eu 4 alertes sérieuses, dont 3 patients thrombolysés. Nous insistons sur le fait qu'aujourd'hui, nos patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux sont des patients jeunes. Première valeur ajoutée, je parlerai des patients. Il y a un gain. Réduction de la mortalité, réduction du handicap. D'accord ? Parce que le produit a pour but de liser le caillot et permettre que le cerveau soit oxygéné, que les nutriments arrivent. Je pense qu'on est en train de faire de l'information. On a une patiente qui était thrombolysée qui vient de Bassam, donc tout est possible.
Tout est possible, mais il faut démultiplier les unités neurovasculaires. Pour une meilleure prise en charge des malades d'AVC, le CHU accentue la formation du personnel paramédical. Pour compléter l'activité médicale du médecin, il faut l'apport de l'équipe paramédicale qui va non seulement suppléer le médecin en faisant les soins qui auront été demandés, mais ensuite surveiller le patient. Parce que lorsqu'on thrombolyse, il y a une surveillance toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes pendant l'acte de la thrombolyse. Et ça, c'est l'infirmier et l'aide-soignante qui le font. Depuis 2022, la CEMU a inclus la prise en charge des patients affectés par l'hypertension artérielle et le diabète, 2 facteurs de risque d'AVC. Avec l'effectivité de la thrombolyse intraveineuse au CHU de Cocody, l'État de Côte d'Ivoire améliore et facilite l'accès aux soins pour les populations. Sauver des vies dans les hôpitaux, c'est essentiel. Renforcer les soins de proximité, c'est tout aussi vital. Dans le Gond2Go, chaque équipement compte. Chaque geste change le quotidien. À Dadiassé, l'ONG RIA pose un acte fort de solidarité en dotant le centre de santé d'équipements médicaux. L'objectif, c'est améliorer les conditions de travail du personnel soignant et faciliter l'accès aux soins pour les populations. Un appui salué par élus, cadres et habitants de la région. Assit Ndiara Seydou, Assit Ndiara et Seydou Ouattara. Témoignage. Dadiassé, village d'environ 3000 âmes situé dans la sous-préfecture d'Assoufli, région du Gond2Go, a vécu une ambiance particulière les samedis derniers. Du matériel médical d'une valeur de 50 millions de francs CFA, composé entre autres des kits chirurgicaux, d'accouchement, de fauteuils roulants, des aides marcheurs, des lits d'hospitalisation, des transformateurs électriques et des kits de premiers soins ont été offerts au centre de santé du village par l'ONG RIA. L'ONG cible les zones rurales parce que c'est là que nous avons vu qu'il y a plus de besoins en matière d'équipements médicaux. Donc nous faisons d'abord une évaluation, après une sollicitation. Il suffit qu'on voit le besoin dans un centre de santé rural. Nous venons pour remettre les dons avec nos partenaires, bien entendu. Ce don est un ouf de soulagement pour agents de santé, population, autorités administratives et coutumières de Dadiassé. Nous sommes très contents et très fiers. Moi, je me dis de ma part que c'est un cadeau inattendu, un grand cadeau inattendu. Et nous sommes très fiers. Parce que pour sortir d'ici, pour aller te faire soigner ces problèmes, nous savons que l'État nous aide. Mais ces dons-là, pour que ça arrive ici, ça atteint beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous de réceptionner ces dons-là. Nous disons merci parce que ce don vient à point nommé pour le besoin de la population. Ça va permettre au centre d'être un peu équipé pour pouvoir résoudre les problèmes de santé. Ce matériel sera utilisé de manière responsable et optimale, dans l'intérêt exclusif des patients et du personnel de santé. Merci pour votre générosité et votre confiance. Grâce à cet appui, le centre de santé d'Adiassé pourra renforcer la prise en charge des patients et offrir des soins plus adéquats aux populations de la localité. À Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, le développement passe par l'autonomisation. La mairie a posé la première pierre d'un marché de vivriers, pensé comme un levier économique pour les femmes et les jeunes. Un espace structuré pour mieux commercialiser les produits agricoles et dynamiser l'économie locale. Un projet porteur d'espoir pour toute la commune. Et c'est ce que nous dit notre reporter Sephora Zegui. À la place Faufier de Bondoukou, le maire pose la première pierre d'un marché de vivriers destiné aux femmes et aux jeunes engagés dans les activités agricoles. Le futur marché, composé de hangars de vente et de magasins de stockage, offrira un cadre structuré de commercialisation pour renforcer l'autonomie financière des jeunes et des femmes. Selon les autorités municipales, cette infrastructure contribuera également à la dynamisation de l'économie locale et à la réduction du coût de la vie dans la commune. Les travaux sont prévus pour une durée de 4 mois. À travers la réalisation de ce marché de vivriers, la municipalité de Bondoukou confirme sa volonté de promouvoir l'insertion économique des femmes et des jeunes tout en renforçant le développement durable dans la commune.
Et ici à Abidjan, certains commerçants se débrouillent dans le désordre et finissent malheureusement par mettre en danger la ville et ceux qui l'habitent. Vous allez le voir, les trottoirs disparaissent et avec eux, la sécurité des piétons. À Yopougon, comme à Bingerville, l'occupation anarchique des espaces publics complique la circulation et expose les usagers à des risques quotidiens. Entre nécessité de survivre et désordre urbain, la cohabitation devient explosive. Une réalité qui interpelle autorités, commerçants et citoyens. On voit cela avec Soria Bamba, Walter Amado Ouattara, Joël Mambou, Kevin Digbe et Joseph Assiedo. À Yopougon, au carrefour Sipores, le long de l'axe principal, la circulation des automobilistes et des piétons est devenue un véritable parcours du combattant. Des voies, autrefois conçues pour servir d'autoroute urbaine, sont aujourd'hui occupées par les commerçants. Trottoirs et chaussées se sont progressivement transformés en un véritable marché à ciel ouvert. Des voies réduites par les étalages, les parasols et les brouettes. Déjà, c'est une grosse erreur. Parce que se mettre en bordure de route pour vendre, il y a beaucoup de risques. Il n'y a plus de passage même. Ça crée beaucoup d'accidents même ici devant nous. Bien que conscients des dangers auxquels ils s'exposent, certains vendeurs ne cessent d'envahir les trottoirs. C'est ici on peut vendre. Il n'y a pas de marché. Même si on allait vendre, le marché n'est pas encore fini. On sait que c'est risqué parce qu'on est en bordure de route, mais on fait comment? On n'est pas dans de bonnes conditions, on sait. Mais dans ce temps, la mairie encaisse l'argent, on paye. 200 par ticket. On n'arrive pas à s'en sortir. Moi, ils ont cassé mon magasin. Si je dois partir payer caution des magasins, 1 million, 2 millions, je fais comment? Donc vraiment, c'est pas facile, quoi. Cap sur Bingerville. Ici, le décor est presque similaire. Aux alentours de la gare routière, où le marché a été délocalisé, l'on constate des embouteillages et un ralentissement de la circulation. Une situation pénible pour les automobilistes. On souffre ici trop. Chaque fois qu'on vient là, c'est toujours comme ça. On souffre, on n'arrive même pas à garer pour déchailler. C'est toujours comme ça ici. Là, il ne faut pas dégager ceux qui sont assis sur le goudron, les vendeurs qui sont assis sur le goudron, il ne faut pas les dégager pour que nous puissions garer pour déchailler. Les embouteillages, je pense que c'est évident, hein, c'est le commerce. Plutôt qu'ils ont déplacé le marché. On pourrait trouver une solution dans ce sens. Pour les commerçants, la raison de l'occupation anarchique de ces espaces diverge. Les clientes, là, c'est rare qu'elles rentrent dans le marché. C'est si les véhicules laissent tout le monde. L'accès est plus facile à nos articles ici. Il n'y a pas de moyens pour prendre magasin, pour vendre dedans. Donc, ils viennent me débrouiller. Mes enfants sont à l'école, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas long pour prendre magasin. Qu'est-ce qui justifie la présence de ces commerçants sur l'espace public? La municipalité de Bingerville donne son point de vue. Cette situation est due au fait, je dirais, de la délocalisation du marché. Nous avons dû relocaliser de manière provisoire ces commerçants-là, dans cette zone-là, et reconstruire le marché qui n'arrivait pas à répondre vraiment à l'attente des Bingervillois. L'autre facteur, c'est que certains commerçants qui ont des places préfèrent se mettre encore sur le boulevard pour avoir, je dirais, une seconde chance de mieux vendre leurs articles. Nous avons eu à effectuer plusieurs opérations de déguerpissement en vue d'assainir cette zone-là. Nous avons eu à effectuer une opération conjointe avec le district autonome d'Abidjan, avec la police du district. Mais chaque fois que nous faisons ces opérations-là, bien après, les commerçants se réinstallent. Des mesures sont annoncées afin de désengorger ce carrefour. Pour nous, la solution, c'est de pouvoir très rapidement livrer le marché en construction, de sorte à pouvoir désengorger cette zone-là. Et au niveau de ce nouveau marché en construction, nous avons pris le soin d'effectuer l'entrée du marché à l'intérieur, c'est-à-dire sur une voie secondaire et non sur la voie principale. D'autant plus que la gare routière dans cette zone-là est à l'intérieur du quartier, c'est-à-dire le quartier Blachon. Et donc, les populations pourront aisément effectuer leurs achats et se rendre directement à la gare pour rejoindre leur domicile. À Yopougon, toutes nos tentatives pour obtenir l'avis de la mairie sont restées vaines.
Entre Yopougon et Bingerville, population et commerçants espèrent la prise de solutions concrètes pour retrouver des trottoirs dégagés et circuler en toute sécurité. Selon la mairie de Bingerville, certains quartiers bénéficieront de marchés de proximité, d'infrastructures qui permettront aux commerçants d'exposer leurs marchandises de façon réglementaire. Désordre urbain. Quand les commerçants envahissent les trottoirs, c'était un constat de Saria Bamba, Walter Amado Ouattara, Joël Mambou, Kevin Digbe, Alassane Oulé. Réorganiser la ville, c'est aussi structurer les secteurs clés du transport. À Abidjan, les chauffeurs misent sur la formation pour mieux s'organiser. Leur syndicat, le SINAC-CCTC, a réuni ses secrétaires de section pour un atelier de renforcement des capacités. Une journée dédiée à l'engagement syndical et à la professionnalisation du secteur. Un pas de plus vers un transport terrestre mieux structuré. Christian Kouakou, Léon Broukwame et Abousso. Ce sont 81 sections issues des 31 régions du pays qui répondent à l'appel du SINAC-TC de bâtir un syndicat plus fort pour la revendication juste des droits des travailleurs du secteur des transports. Cet atelier, aussi pour le syndicat national des chauffeurs des transports terrestres de Côte d'Ivoire, d'outiller ses membres à la lutte contre l'incivisme routier. Un syndicaliste, tu peux revendiquer que ton droit. C'est ça qui est syndicat fort. Un syndicaliste, je ne dois pas me mener dans un débat parti politique. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon débat, voilà, je dois avoir mon salaire. Voilà, je dois être entretenu comme ça. Et quand on m'envoie en mission, voilà, mon frais de mission doit être payé comme ça. L'assainissement du milieu du transport, notamment les relations entre chauffeurs et propriétaires de véhicules, un autre enjeu de la présente formation. Dans un bar, il y a 3 chauffeurs. Le propriétaire du bar, il connaît qu'un seul chauffeur. Mais est-ce qu'il peut avoir bonne conduite? Le contractier, là, lui, son salaire est dans celui qu'on a donné au bar, là. Lui, il ne connaît pas le propriétaire. En cas de cas, là, lui, son salaire est dans la main, le contractier qui lui donne au bar. Si c'était très bien organisé, on peut avoir. Au total, ce renforcement des capacités pour relever les défis professionnels, économiques et sociaux du secteur des transports terrestres, une aubaine pour les participants. Les jeunes que nous travaillons avec, là, vraiment, ce n'est pas facile. Et si je suis cette formation, ça va me porter beaucoup de choses. Aller aussi à mon niveau, aussi, former aussi les jeunes gens, comment travailler. C'est une très bonne formation pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir connaître un peu le travail que nous faisons en matière de syndicalisme. À la lumière de cet atelier de renforcement des capacités de ses membres, le syndicat national des chauffeurs des transports terrestres de Côte d'Ivoire contribue depuis sa création en 1994 au développement du secteur des transports. En France, le bras de fer politique n'a pas renversé le gouvernement. Les députés ont rejeté les motions de censure déposées par la gauche radicale et l'extrême droite. Sébastien Lecornu franchit ainsi un premier obstacle après l'activation de l'article 49.3. La première partie du budget 2026 est considérée comme adoptée, mais la tension reste vive à l'Assemblée nationale française. Ailleurs, la paix mondiale se joue en ce moment même. À Abu Dhabi, un format inédit de négociation voit le jour. Américains, Russes et Ukrainiens se retrouvent autour de la table sous médiation américaine. L'Europe, elle, est absente de ces discussions cruciales. Volodymyr Zelensky évoque un accord de principe sur les garanties de sécurité, une nouvelle séquence diplomatique qui rebat les cartes du conflit. Retour au pays et changement de tempo. Et place au JT des Sports. Le journal des sports vous sera proposé ce vendredi par Samuel Metch de la direction des sports. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Bon retour sur le plateau du vendredi. Ça fait un mois que vous êtes parti. Oui, quand même. La CAN oblige. Oui. Alors, après cette CAN justement et les prouesses des sélections nationales, place à présent aux performances des clubs à travers les compétitions CAF, Ligue des Champions, Coupe de la Confédération. Et ce matin, on va s'intéresser à la Coupe de la Confédération où le FC
San Pedro défend les couleurs ivoiriennes. Effectivement, Hamza Diaby, Coupe de la Confédération CAF, 3e journée de la phase de groupe. La compétition démarre ce vendredi et le FC San Pedro veut enchaîner les victoires après le 2-0 face au Djoliba FC du Mali. Ce dimanche, les Pétruciens seront face à l'OSC Safi du Maroc, un match jugé important, nous dit Patrick Dadier. Cette 3e journée de la phase de poule de la Coupe CAF face à Olympique Club Safi du Maroc, prévue ce dimanche 25 janvier 2026 au stade Laurent Pocot de San Pedro, le seul représentant ivoirien encore en lice l'a vu comme la précédente. À domicile, le 30 novembre dernier, grâce à la détermination des uns et des autres et un doublé de Kamagaté Draman, les Pétruciens avaient surclassé le Djoliba Athletic Club de Bamako 2-0. Actuel défunt de l'USM Alger avec 3 points plus 1 dans le groupe B, le technicien français Vincent Espier et son groupe en laboratoire à Brufo-Domé. Depuis la période de la CAN, travaillent d'arrache-pied. Ce sont de jeunes joueurs, donc il y a les avantages de la jeunesse, les inconvénients aussi. On est là pour travailler, pour les faire progresser, pour avancer. Des cadres comme Kamagaté Draman, le buteur maison du club et meilleur artificier du tournoi avec 6 buts partis à l'US Alger, les défenseurs Kapouchichi et Goudous Bamba manque à l'appel. Conscient de ses absences et de taille, Vincent Espier ne désespère pas pour autant. Nous, ici, on va chercher d'autres solutions, on va trouver d'autres solutions et puis on va commencer le match avec 11 joueurs et puis on va à 0-0 et puis on va essayer de le gagner. Tout se passe bien dans le groupe. Vraiment, l'état d'esprit est très bien. Et on espère que vraiment qu'on va sortir avec une victoire, Inch'Allah. Nous sommes déjà concentrés. C'est pour gagner. C'est l'objectif que le coach nous a dit aussi, à gagner les 3 matchs à domicile. Présent à cette séance d'entraînement, Touré Lassina, coordinateur général du FC San Pedro, encourage les joueurs avant de lancer l'appel à la mobilisation. On va bien représenter la Côte d'Ivoire. Tout ce que je vais demander à la population de San Pedro, même à la population de la Côte d'Ivoire, de venir nombreux nous soutenir. Le dimanche suivant, soit le 1er février 2026, le FC San Pedro pour la phase de retour devra aller défier les Marocains sur leurs installations. Et la saison 2025-2026 de l'OASU a été bel et bien lancée à Abidjan. Effectivement, Hamza Diaby, la saison 2025-2026 de l'OASU lancée avec une innovation. Le retour des Jeux scolaires interrompu depuis plusieurs années. Des détails avec Jean-Sylvain Ressot. C'est en présence de plusieurs personnalités du monde sportif et éducatif, des représentants des ministères de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que du directeur général de l'OASU, Adama Doumbia, que la nouvelle saison du championnat national scolaire de l'OASU est officiellement lancée au lycée moderne de Cocody. L'année dernière, c'était à peu près 20 000 rencontres qui ont été organisées. Cette année, au regard du nombre d'inscrits sur la plateforme OASU, qui s'élève à peu près à 3 445 établissements, il y a de fortes chances que nous puissions passer le cap des 30 000 rencontres sportives organisées. Après près de 7 à 8 ans d'interruption, grâce au leadership du ministre Adjé Silas Metch, mais également grâce à la DVS au ministère de l'Éducation nationale, nous pouvons affirmer que cette année, nous aurons effectivement les Jeux scolaires. La journée du 17 janvier est marquée par une série de rencontres très disputées opposant uniquement le lycée moderne de Cocody et le lycée Victor Schœlcher. Au handball U14 filles, le lycée moderne de Cocody s'impose de justesse 2-1. Au basketball 5x5, les U17 garçons du lycée moderne de Cocody remportent leur rencontre 21-15. Les U22 du lycée moderne de Cocody infligent une large défaite à leurs adversaires du jour, 32-13. Les rencontres de petits poteaux ont quant à elles été plus équilibrées. Les U17 du lycée moderne de Cocody s'imposent 1-0, tandis que les U22 des deux établissements se neutralisent 0-0. Le public a également eu droit à des démonstrations de tennis de table et de judo, ajoutant une touche particulière à cette journée inaugurale. Et la Côte d'Ivoire prépare activement d'autres rendez-vous africains chez les U17 hommes et chez les équipes féminines A et U20. Ben oui, effectivement, Hamza Diaby, les U17 hommes se préparent pour la CAN U17 2026 qui va se tenir donc au Maroc. L'objectif pour Bachiriki Diabaté, c'est naturellement donc avoir 30 éléphantaux donc à tester durant un stage externe. C'est une occasion pour lui de renforcer son effectif. L'objectif est clair, il s'agit donc de détecter des nouveaux talents issus exclusivement donc des championnats ici en Côte d'Ivoire, susceptibles donc de renforcer
renforcer le groupe de joueurs déjà vainqueurs de l'UFOAB en 2025. Ils sont donc 30 qui ont été convoqués en stage. Le stage a démarré depuis le 19 janvier dernier et s'achève donc aujourd'hui 23 janvier. Une phase qui leur permettra donc de se mettre véritablement donc dans le sens de la marche pour affronter donc la prochaine CAN U17. D'abord, c'est les U17, justement. Diabaté Basriki se reconstitue son commando avant la prochaine CAN qui, elle aussi, va se jouer au Maroc. Et effectivement, donc, il a décidé de piocher donc, dans les clubs comme le WAC, le CO Korogo, le Stila, le Racing, Sol FC et j'en passe. Donc, plusieurs clubs au niveau national se sont vus visités par Diabaté Basriki afin donc, de récupérer ces jeunes talents-là et renforcer l'équipe U17. En tout cas, les meilleurs seront retenus pour cette CAN-là. Reynald Pedros, lui, avec ses dames, vont défier l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Burkina Faso. Ce sera pendant la CAN féminine. Oui, la CAN féminine où la Côte d'Ivoire a été repêchée. Hamza Diaby, il faut le savoir, donc on avait été éliminé par les Sénégalaises, mais la CAF a décidé de passer donc de 12 nations à 16 nations, ce qui a valu donc le repêchage de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun et de l'Égypte. Voici donc ces nations qui renforcent l'effectif. Et donc cette CAN, la 14e édition, réunira désormais donc 16 équipes du 17 mars au 4 avril 2026 au Maroc toujours. On dit oui, ce pays a les infrastructures pour donc accueillir toutes ces compétitions et les Ivoiriennes seront dans le groupe B avec l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et la Tanzanie. Ronald Pedros est en train donc de lui aussi visiter les clubs au niveau national afin de renforcer l'effectif donc de l'équipe féminine A de la Côte d'Ivoire parce qu'on a envie de produire un très bon football. Il y aura donc un certain Côte d'Ivoire, Burkina Faso, on retrouve nos frères d'à côté et ce sera désormais donc on dira une bataille entre sœurs ivoiriennes et sœurs burkinabé et puis l'Afrique du Sud qui est également ancienne championne au niveau donc de cette CAN féminine. La compétition se déroulera à Rabat, à Casablanca et à Fès et ce sont donc les villes qui vont accueillir cette compétition. Et toutes ces CAN qui se jouent au Maroc, c'est bien leur moment, le royaume du Maroc. Et oui, effectivement, c'est le moment du royaume chérifien, il faut le savoir, donc avec les infrastructures de classe mondiale. On en a aussi des infrastructures. On en a, mais il faut pas se voiler la face. Le Maroc est un cran au-dessus quand même, avec ce qu'on a pu observer donc lors de cette CAN 2025. Donc voilà, il faut le dire, le Maroc a véritablement envie de donner ce visage-là pour naturellement convaincre le monde parce que le Maroc va organiser et co-organiser donc la Coupe du Monde 2030. CAN 2025, les équipes A, qu'est-ce qui se passe avec le Sénégal? Leur trophée, c'est leur trophée. Ben oui. La CAN est remportée par le Sénégal, c'est confirmé parce qu'on entend dire que des sanctions pourraient tomber. Et oui, Hamza Diaby, des sanctions pourraient tomber et rien n'est encore décidé donc pour le Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu la liesse populaire donc au niveau du Dakar et dans toutes les villes donc du Sénégal, mais la CAF est en train d'étudier sérieusement le cas du Sénégal lors de cette finale qui a opposé donc le Sénégal au pays organisateur, le Maroc. Alors les articles qui sont en train d'être scrutés sont les articles 82 de règlement donc de la CAN et à propos cet article 82 dit ceci: si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même donc pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Et l'article 84 donc de la CAF nous dit ceci: l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0 si l'équipe adverse menait par un score plus avantageux au moment de l'arrêt du match. Le score sera donc maintenu. D'autres mesures pourront être prises par la commission d'organisation. Voici donc ces articles-là qui sont
sont en train d'être scrutés et puis naturellement qui pourraient mettre à mal, on va dire, donc cette deuxième victoire étoile sénégalaise du Sénégal. Alors, les U20 féminines, elles vont affronter un adversaire coriace le 8 février prochain. Et oui, le 8 février prochain, nous aurons la 3e journée, c'est l'avant-dernière journée de qualification pour le mondial féminin U20 qui va se dérouler donc en Pologne en 2026. Les éliminatoires zone Afrique vont permettre à la Côte d'Ivoire de s'affronter, on va dire donc de s'opposer à la RDC. La Côte d'Ivoire sera face à la RDC pour ce match assez important et les Ivoiriennes voudront donc montrer encore un bien meilleur visage, il faut le savoir. Elles ont obtenu leur qualification pour cette avant-dernière journée quand elles ont battu le Maroc en aller 3-1 et puis au retour il y a eu ce match nul 3-3. Donc on leur dit bonne chance pour la suite. Merci Samuel. Merci Hamza. On se retrouve vendredi prochain. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. D'ici là, porte-toi très bien, porte-toi bien. Merci. Quant à vous, je vous retrouve déjà demain à 13h, ici même sur la chaîne qui rassemble.